Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 à la une de l'actualité en Languedoc-Roussillon. Ségolène Royal en escale à 7, image d'une ministre en visite dans un port qui fête ses 350 ans. Beaucoup de monde encore aujourd'hui pour la 4e édition d'Escale à 7. Nous vous proposerons une visite originale du port en petit train. L'UNEL veut changer de réputation à la une de l'actualité après avoir vu ces jeunes partir en Syrie. La ville ouvre le dialogue, un sursaut citoyen et de nombreuses initiatives qu'on va découvrir dans ce journal. C'est un secteur en vogue et la saison pour se faire plaisir. Le salon nautique de Port-Camargue attire des milliers de visiteurs chaque année. Des visiteurs et des acheteurs, le secteur nautique est en plein essor. Voilà pour les titres. D'abord, l'image du jour. La ministre de la Mer faisait donc escale à 7 aujourd'hui. Ségolène Royal en visite dans l'Hérault. Après-midi festive dans le cadre de la 4e édition d'Escale à 7. Ses traditions, ses voiliers et ses métiers de la mer. Ségolène Royal qui est ensuite allée à la rencontre des pêcheurs. 7 qui fête la mer et les 350 ans de son port. Mais ce soir, nous avons décidé de monter à bord d'un petit train touristique et tout aussi historique. Une manière de découvrir le port autrement. Nicolas El Andaloussi et Delphine Aldebert vous font une petite visite guidée. Allez, embarquez. Entrée en gare du plus grand train touristique de France et ses wagons des années 50 pour une escale à 7. Ils sont plus de 400 à descendre, des voyageurs ravis d'avoir pu faire le trajet dans un train chargé d'histoire. Le rail s'est donc fait une petite place au pays des bateaux. Ça rappelle notre enfance. Voilà. C'est un côté rétro mais qui est très agréable. À l'époque, moi je voyageais dans les trains avec de la fumée. Voyez-vous, j'habitais à Carcassonne, c'est pas là. Et alors, on nous disait, il ne faut pas sortir la tête, il faut pas faire ci, faire ça. Et alors là, c'est le calme plat, on est bien, c'est merveilleux et tout. Merveilleux comme ces milliers de personnes venues inonder les quais du port de Sète pour admirer les plus majestueux voiliers du monde. Cette réplique de la Nao Victoria, par exemple, sous ses allures de bateau pirate, c'est à bord de ce navire espagnol que des marins découvrirent la route des épices au XVIe siècle. Je suis marin à la retraite et j'aurais pas aimé naviguer là-dessus. Pourquoi ? À mon avis, ça doit naviguer aussi bien qu'un tonneau, ça. Non, ça doit bouger pas mal et je leur tire le chapeau pour avoir fait ce qu'ils ont fait sur ces bateaux-là. Ce qui me plaît, c'est visiter les bateaux. Moi, ce qui me plaît toujours de voir ici, c'est la grandeur des bateaux. Je suis toujours je deviens enfant, en fait. Voilà, je redeviens enfant. C'est vrai qu'on se sent petit à côté de ces voiliers. Sur le Standard, un navire de guerre du XVIIe siècle, la foule se presse et des reconstitutions de batailles d'épée offrent aux visiteurs l'occasion de se plonger dans les rêves les plus fous. Je vois moi déjà pirate ou corsaire, voyant voguant sur les mers et puis voyager, puis surtout de se retrouver dans des cales. Puis en fait, on s'imagine plein de trucs. En fait. Imaginez, rêver, le temps d'une escale à 7 avant de reprendre la mer. Gros plan ce soir sur la ville de Lunel. Lunel sous les feux des projecteurs après avoir vu ces jeunes partir faire le djihad en Syrie. Une mauvaise réputation, un engrenage et peut-être aujourd'hui un nouvel élan. En tout cas, un sursaut citoyen. Florent Hertmann, Jean-Philippe Faure. Lunel, capitale du football freestyle. Les virtuoses du ballon rond se disputent le titre de champion de France avant le grand show ouvert ce soir au public. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet citoyen du député de Lunel. Nous, ce qu'on a présenté, c'est un festival jeunesse sur 3 jours avec 5 événements. Donc 2 spectacles, 2 tournois de foot sur l'Euro 2016 et une conférence pour terminer, une conférence sur la citoyenneté. Au total, 9 projets citoyens sont financés par la réserve parlementaire de Patrick Vignal. Le député socialiste souhaite ainsi aider à changer l'image de la ville, toujours marquée par le départ d'une vingtaine de jeunes Lunélois en Syrie. Quand je monte à Paris, on m'appelle le député des djihadistes. Je voudrais dire à tout le monde, cette tâche, on l'enlèvera à une condition, du travail, de l'énergie. Ces derniers temps, on a ouvert une école de la deuxième chance. On a ouvert une fabrique numérique. Aujourd'hui, c'est un festival traversé. Il faut mettre des moyens. Et au lieu de mettre la poussière sur le tapis, il faut faire un grand plan marketing à Lunel. Des projets citoyens présentés aujourd'hui à la secrétaire d'État à la ville. Hélène Geoffroy en a profité pour découvrir les actions financées par le contrat de ville signé avec l'État. À la fois, j'ai vu des citoyens et des jeunes
engagée. C'est important, vous voyez, de voir la jeunesse qu'on peut présenter résignée ou éloignée, l'avoir tellement concernée par l'image de sa ville. Ça m'a fait plaisir et j'ai su que la réponse au questionnement de Lunel, la jeunesse l'avait en réalité déjà et allait l'apporter. 55 000 € ont été versés par le député, notamment à un projet d'atelier vidéo destiné aux jeunes. Un travail projeté en ouverture du Festival du cinéma de Lunel cet après-midi. Des projets et un dialogue qui s'ouvre avec les jeunes de la ville. Cette semaine, c'est l'écrivain Yves Pinguili qui a parlé aux jeunes lunélois de ses expériences, de son amour pour l'Afrique, de ses 150 livres dont beaucoup parlent d'esclavage, de toutes les formes de discrimination. Isabelle Brice, Franck de Tranchant. Cet homme a eu une vie peu ordinaire. Fils d'ouvrier, Yves Pinguili a fui sa condition sociale avant de devenir écrivain. À 16 ans, il embarque sur un cargo et navigue plusieurs années à travers le monde. Au cours de ses voyages, il tombera éperdument amoureux de l'Afrique. Quand j'ai découvert l'Afrique, l'Afrique n'avait pas du tout, pratiquement pas, la mémoire de son passé esclavagiste. Yves Pinguili a écrit plus de 150 livres. Beaucoup sont en rapport avec le terrible destin des esclaves arrachés à leur pays et embarqués de force sur des navires. Des récits que l'on ne trouve guère dans les livres scolaires. Aucune trace. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. L'esclavage, qui a quand même duré dans l'histoire de France, l'esclavage est peu enseigné. C'est vrai que nous, on est d'une grande timidité par rapport à notre propre histoire. Son message destiné aux collégiens, révoltez-vous contre la discrimination, ne laissez pas passer le racisme ordinaire dans la rue comme dans la cour d'école, des paroles qui ont fait écho chez certains. Par exemple, à l'école, on m'a dit oui, tu es obligatoirement mauvais, et la preuve c'est que je suis premier de ma classe. Voilà, ce sont des discriminations que je peux recevoir de mes voisins, de certains élèves à l'école, mais au bout d'un moment, les personnes arrêtent parce qu'ils voient bien que ça n'a pas d'emprise. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Qu'il fallait se battre contre les idées qu'on n'approuvait pas, surtout, c'est ça. Et c'est difficile ça? Oui. Oui. Il était assez émouvant comme personnage, son histoire, tout ce qu'il nous a raconté, c'était riche. Cette rencontre était organisée par le MRAP du Lunélois. L'association contre le racisme fait tourner cette exposition consacrée à l'esclavage dans les collèges de Petite Camargue. On est les héritiers d'une histoire. Mais les héritiers de cette histoire, ils viennent des deux rives de la Méditerranée, les héritiers de cette histoire. Donc il faut connaître, pour arriver à vivre avec les autres, il faut savoir ce qui s'est passé précédemment. Connaître l'histoire, dialoguer avec ceux qui nous semblent différents, pour le MRAP, c'est l'une des clés du vivre ensemble. Voilà pour cet éclairage ce soir sur la ville de Lunel. Allez, on prend le large maintenant, direction le salon nautique de Port-Camargue. 22e édition, des milliers de visiteurs, acheteurs ou pas. L'occasion, en tout cas, de voir que depuis l'an passé, le secteur se porte assez bien. Stéphane Taponi, Juliette Burke. Le plus grand salon du bateau d'occasion de Méditerranée vient d'ouvrir ses portes à Port-Camargue. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est que les professionnels ont retrouvé le sourire. Oublier la crise de 2008, pas tout à fait, mais le marché s'est réorganisé, entraîné par une certaine catégorie de la population. Nous sommes sur une croissance qui n'est pas de 2 chiffres, certes, mais nous sommes sur une croissance. Et puis, il faut dire que ce marché est fortement porté par nos retraités. En France, c'est la population qui achète des bateaux, c'est la population qui a du temps, c'est la population qui peut financer un bateau. Pour trouver leur bonheur, ils pourront compter sur les 650 unités présentées. Certains viennent avec des idées précises, mais pas seulement. Un trawler, c'est un bateau amateur qui va pas bien vite, qui va loin, qui est très confortable. Je suis surtout là plus en curieux, puis voir les nouveautés, c'est vrai, et puis pour rêver devant certaines grosses unités. Ce serait pour le grand départ. Voilà, avec les événements d'aujourd'hui, tout ça, ça me pousse un peu plus, surtout que je viens de Bruxelles. Ça devient un petit peu invivable, il y a le stress et ainsi de suite. Je pense que c'est le moment, voilà, le petit déclic, comme on dit. Le tour du monde, c'est le rêve de tout marin? Peut-être pas, mais en tout cas pour moi, oui. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter la côte languedocienne, un petit constructeur a pensé à vous. On a fabriqué un bateau gonflable qui se transporte dans 2 sacs qu'on peut mettre dans le coffre de la voiture pour partir en virée à la journée en famille. C'est un bateau de ville? C'est un bateau de ville, ouais, de voileux urbain, on va dire.
On attend près de 4500 visiteurs et parmi eux, peut-être y en aura-t-il un pour réaliser son rêve, un rêve à 590 000 €. L'actualité sportive, il y avait du rugby hier soir, un derby en Pro D2. L'USAP recevait Narbonne, des Catalans qui se sont rapidement rassurés. Un essai dès la 7e minute inscrit par Pujol. Puis l'écart au score s'est fait en seconde période. 2 essais, score final 28-10. Vous voyez le 3e essai des Catalans sur ces images. Les résultats de la soirée, Béziers a lourdement chuté du côté de Mont-de-Marsan, 41-21. Carcassonne, de son côté, s'est incliné d'une courte tête à la maison. Conséquence, vous le voyez au classement, Béziers 4e, mais voit revenir Perpignan sur ses talons. Narbonne et Carcassonne dans le ventre mou. Carcassonne proche de la zone de relégation. C'est le week-end de Pâques. Qui dit Pâques dit chocolat. Pour les chocolatiers, bien sûr, c'est l'heure du rush. Une grosse activité aussi pour la petite entreprise en ligne bienmanger.com. Alexandre Grelier, Yannick Le Ternier leur ont rendu visite. À quelques jours de Pâques, forcément, le rayon chocolat du stock de cette épicerie fine en ligne est très fréquenté. Après Noël, c'est le 2e temps fort de l'année pour ce site internet. Depuis quelques mois, les 50 employés profitent d'un nouvel espace de travail construit spécialement pour répondre aux besoins de l'entreprise. Pas loin de 6000 produits sont référencés et le site ne cesse d'en ajouter. C'est vachement brillant. On a l'impression qu'il y a un emballage, mais c'est la mouille qui brille. Pour intégrer le catalogue, les produits doivent d'abord passer le cap de la dégustation. Pas trop d'additifs, pas trop d'ingrédients supplémentaires, qu'on les trouvait aptes au test de dégustation, c'est-à-dire que le pâté au cèpe, on sente le goût de cèpe, par exemple, que le chocolat au lait, il soit gourmand. Ça dépend des produits, ça dépend des types de produits. Après 3 déménagements et une implantation provisoire en Aveyron, le temps de la construction de leurs nouveaux locaux, l'épicerie fine entend bien rester fidèle à la Lozère. On a une bonne connexion Internet, on a un accès à l'autoroute directe, on a également de possibilité de trouver des entrepôts avec du terrain. C'est en fait très simple pour nous de travailler depuis la Lozère et c'est pour ça qu'on a choisi de rester clairement, c'est un choix délibéré, on n'a pas du tout envie de partir dans les grandes agglomérations. Et le développement de l'entreprise n'est pas fini. Les rayonnages pour l'instant inoccupés devraient permettre de doubler à terme le nombre de produits proposés, avant pourquoi pas la construction d'un 2e hangar sur le terrain à côté, déjà réservé. Une petite idée de sortie en ce week-end prolongé. On va vous emmener sous terre, dans une ancienne mine des Corbières à laquelle des vignerons ont trouvé une étonnante reconversion. À 100 mètres sous terre, ils font vieillir leur vin, redonnant vie à un lieu fermé depuis les années 90. Luc Truffert, Éric Foissac. Séjour au centre de la terre pour le Corbière. Le vin vieillit dans 1500 barriques à 80 mètres de profondeur et avec une température constante de 16 degrés. Des conditions idéales pour ces vignerons. C'est bien arrondi, ouais. Le boisage est assez fondu. Ouais, c'est prêt à être assemblé, ça. C'est prêt à être soutiré. Soutiré, ouais. Ouais, elle est superbe. On va goûter les syrahs. Regroupés en cave coopérative, près de 200 producteurs ont acheté cette ancienne fabrique de plâtre en 1992. La mine et le vin, une vieille histoire en Corbière. La plupart des vignerons de Portel, donc du village dans lequel vous êtes aujourd'hui, étaient aussi mineurs. On les appelait les mitans et quand Lafarge a arrêté l'exploitation de cette mine de gypse, ils se sont portés acquéreurs pour en faire un chai de vieillissement pour leur vin. Bienvenue mes amis, bienvenue au fond de cette terre des Corbières, là où les racines des steppes viennent s'ancrer. Une cave ouverte au public, en moyenne 35 000 touristes chaque année, à raison d'une visite toutes les demi-heures. C'est une galerie qui, comme toutes les autres, a été conçue sur ce même modèle, en pyramide, tout simplement parce que les mineurs commençaient ici l'exploitation toujours par le haut des galeries, en terminant progressivement par le bas pour éviter les nombreux éboulements qu'il y avait à l'époque dans ce type de mine. Super, c'est magnifique. Impressionnant, la hauteur des plafonds, enfin des plafonds de la grotte. Vous venez ici pourquoi? Pour la grotte ou pour le vin? Pour le vin et pour la grotte. Pour la partie touristique, les vignerons cédaient leur droit à une société d'événementiel. Le thème reste le vin et son histoire. On va maintenant rentrer dans cette villa gallo-romaine
dans le but de découvrir un petit peu les vins des Romains. Décor, animation et surtout entretien, gérer un site naturel, c'est tout un savoir-faire, notamment pour garantir la sécurité. Pour le rendre accessible au public, il a fallu investir énormément parce qu'il a fallu mettre tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire des grillages, des tiges qui sont enfoncées dans la roche pour sécuriser la roche. Il y a toute une norme de sécurité pour que tout soit bien fixé et qu'on ne risque pas de prendre des parpaings sur nous. Face à ces investissements permanents, le groupement a un nouveau projet, louer des barriques aux particuliers pour que chacun fasse vieillir son propre vin dans cette cave géante. Le 19-20 continue, n'oubliez pas, demain c'est l'heure d'été, on avance d'1 heure les montres, je vous retrouverai avec plaisir. Du coup demain midi, très belle soirée. Dimanche, le VAP est catalan, la chanson.